Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le récit autobiographique d'une chercheuse, Maboula Soumaoro, qui partage ses réflexions sur la construction d'une identité noire. Maîtresse de conférences à l'université de Tours, ses travaux portent sur les études africaines-américaines et de la diaspora noire africaine. Elle publie donc Le Triangle et l'Hexagone, qui pose un regard sur son parcours personnel et universitaire, ses pérégrinations transatlantiques entre la Côte d'Ivoire, la France et les États-Unis, pour une expérience qui est aussi une réflexion sur des sujets polémiques aujourd'hui, l'identité, l'intersectionnalité, le racisme, l'indigénisme. Maboula Soumaoro sera notre invitée à 12h55. Mais avant cela, nous poursuivons notre exploration du romantisme gothique après avoir reçu hier Pauline Bureau pour La Dame Blanche. Le romantisme gothique, c'est l'un des motifs qu'on retrouve dans Les Inconsolés, le dernier livre de l'écrivaine et critique littéraire Mintra Nui. Elle est notre invitée jusqu'à 12h30 à écouter en direct sur France Culture et quand vous le désirez sur franceculture.fr. La Grande Table, Raphaël Bourgois. Ça commence comme un polar, puis cela se transforme peu à peu en roman d'apprentissage, en conte, on flirte donc avec le romantisme gothique. Les Inconsolés jouent délibérément et avec habileté des genres littéraires. Ça commence la nuit, au bord d'un lac, près d'un château, un corps emmailloté qui coule, court chapitre, très court chapitre. La narratrice, Lise, cède la voix à l'autre, initiant l'alternance qui scandera désormais le récit. Une histoire d'un premier amour, banal, un amour fou, d'étudiant, entre Lise donc et Louis. Elle est introvertie, vient d'un milieu social modeste, son père est immigré, il est flamboyant, issu de la meilleure bourgeoisie du très chic 7e arrondissement de Paris. Mais derrière le conte, la lutte des classes, les tensions intimes, les fantômes du passé, le couple se délite, se déchire jusqu'à la mystérieuse disparition de Lise, nous n'en dirons pas plus. Bonjour Mintra Nui. Bonjour. Vous êtes l'autrice donc de Les Inconsolés, votre 4e roman qui paraît chez Actes Sud après La Princesse et le Pêcheur, La double vie d'Anna Song et Voyageur malgré lui. Vous êtes par ailleurs journaliste et chroniqueuse dans des émissions littéraires. Vous êtes aussi éditrice. Je le disais, ce nouveau livre tient à la fois du polar, du conte, du roman gothique. Comment est-ce que vous le définiriez ? Eh bien, c'est vrai que j'y ai pensé comme un livre du métissage, en fait. Je pense quasiment d'emblée. La première chose qui m'est venue, c'est cette première page dont vous parlez, et qui effectivement est un hommage à la romance gothique, et qui fait aussi qu'ensuite des personnes m'ont parlé de Charlotte Brontë ou bien voilà, de certains auteurs d'un romantisme également flamboyant. Alors que je n'ai pas spécialement pensé à Charlotte Brontë, mais c'est quelque chose qui revenait. En fait, pour moi, j'avais à la fois l'idée de jouer comme ça avec les genres, de faire une sorte de traversée des frontières entre les genres, de la même façon qu'il s'agissait aussi de faire un métissage des classes, puisque les deux personnages sont issus de mondes d'éducation, de culture et donc de classes différentes. Et il y avait aussi la question de traverser ce qu'on appelle les barricades mystérieuses entre les hommes et les femmes, chacun appartenant finalement aussi à un monde. Et c'est vrai que en fait, au départ, j'avais eu cette première scène, et ensuite je m'étais dit, je sais ce que je veux raconter comme histoire d'amour, et la grande difficulté pour moi a été moins finalement d'effectuer ce travail de marqueterie dont vous parlez, que de franchir cette étape un peu compliquée, qui est de comment est-ce qu'on peut écrire un coup de foudre entre des étudiants au XXIe siècle à une terrasse de café à Paris. Pour moi, c'était la difficulté ultime, beaucoup plus que tout le jeu de construction du livre, beaucoup plus que même les twists, on va dire, que j'y ai installés, et les secrets et les mystères qui y sont levés. La difficulté, c'était la banalité. La banalité de ce coup de foudre sur lequel nous reviendrons, Mintra Nui, mais un mot encore de ces barricades mystérieuses que vous venez d'évoquer. Ces barricades, ce sont parfois des murs, les murs en ruine d'un château, le château des Tambelles. Le livre s'ouvre sur une épigraphe, une citation de Jules Renard. « J'ai construit de si beaux châteaux que les ruines m'en suffiraient ». Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de lire cette épigraphe comme une forme de métaphore de la création littéraire. On essaie de construire des châteaux et parfois on se retrouve avec des ruines. Oui, alors je pense malheureusement que c'est systématique en fait dans beaucoup de formes de création et la création littéraire en particulier. Cette phrase dont vous parlez, pour moi, elle est un peu à l'origine du livre. C'est un peu ce qui m'a donné envie d'écrire le livre. Savoir quand vous écrivez, vous commencez à écrire, vous avez forcément un chef-d'œuvre en tête. D'ailleurs, c'est le meilleur moment. C'est le moment où vous vous dites « je vais écrire un chef-d'œuvre » parce que sinon, ça n'en vaudrait pas la peine. Et puis, bien sûr, vous commencez à coucher les premiers mots sur le papier. Et vous apercevez que de cette première phrase au chef-d'œuvre, il y aura un très 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 long chemin que vous n'êtes absolument pas sûr de pouvoir accomplir.
Et c'est vrai que malgré la déception que vous cause cette première phrase, vous continuez. Pierre après pierre, vous édifiez les choses. Vous veillez à ce qu'il y ait tel effet d'écho, tel effet de symétrie. Vous élaborez vos personnages. Finalement, c'est voilà, pierre après pierre, vous faites votre galerie des glaces. Et à la fin, il est possible en effet, une fois que vous avez donné la cohérence et l'élégance la plus grande possible à cette construction, que les runes vous suffisent. Cette première phrase, cet incipit, le voici. Il s'attardait et je l'ai quitté un instant pour me tourner vers le ciel. Elle est longue à écrire, elle est difficile. Elle vous vient naturellement, cette première phrase ? En fait, cette première phrase, elle a été rajoutée au dernier moment, puisque le premier chapitre, en fait, c'est un chapitre qui peut être lu différemment quand vous commencez le livre et quand vous finissez le livre. Si jamais tout va bien, quand vous finissez le livre, vous relisez ce premier chapitre et vous y voyez autre chose. Et initialement, quand j'ai écrit le premier chapitre, il n'y avait donc pas cette phrase. Je l'ai rajoutée. Donc, ce n'est pas exactement un véritable incipit, en vérité. Très bien, ben voilà. C'est pour accentuer l'ambiguïté de ce premier chapitre. Voilà, qui ajoute au mystère Mintra Nui de ce livre Les Inconsolés, ce roman que vous publiez chez Actes Sud. Je l'ai dit, ça commence au bord d'un lac. Il y a évidemment le romantisme gothique, mais on parle d'un lac, on parle d'un château, et évidemment, ça renvoie aussi à l'imaginaire des contes, des contes qui vont venir nourrir ce roman, comme ils sont venus nourrir vos précédents ouvrages. Vous avez même publié un recueil de contes vietnamiens. C'était le titre m'échappe, vous allez me... Le lac né en une nuit et autres légendes du Vietnam. Voilà, exactement. Il était déjà question de lac Mintra Nui. J'aime bien les lacs. Vous aimez les lacs et les contes. Voilà, tout à fait. Comment est-ce qu'ils viennent nourrir ces contes, votre réflexion et votre travail de romancière ? Pour moi, les contes me permettent de teinter de merveilleux en fait, des récits qui sont sinon réalistes et contemporains. Et j'aime bien jouer sur ce frottement des tonalités. Le personnage de Lise, c'est quelqu'un qui lit énormément, qui en fait examine le monde à travers ses lectures et à travers les films qu'elle a vus également. C'est quelqu'un qui rêve un peu de plier la réalité à l'art. Et je pense que je suis quelqu'un qui est un peu comme ça aussi et que ça vient de cette fascination aussi pour les contes, qui est une fascination ancienne. Pour moi, les contes, ça a été ma première façon de découvrir mon pays d'origine, qui est le Vietnam, à savoir que j'y étais pas, genre je parlais la langue. Ma grand-mère qui m'avait élevée ne parlait que vietnamien. Elle essayait d'apprendre le français, mais sans vraiment réussir. Je mangeais vietnamien. Mais en revanche, je ne connaissais pas le pays et ma première appréhension est passée par les contes. Or, dans les contes vietnamiens, il y a par exemple une version vietnamienne de Cendrillon. Il y a des motifs qui reviennent. On retrouve des princesses, on retrouve des fées, des magiciens, des rois, on en a des mandarins. Et c'était du coup très très tôt une façon de voir les choses sous une double lumière, à la fois, je dirais, occidentale et orientale. Et bien justement, vous parlez de Cendrillon, je vous propose d'écouter quelqu'un qui en a fait l'exégèse. Il s'agit de Bruno Bettelheim. Il était l'invité, c'était au journal de 20h en 1976, c'est une archivina. Cendrillon s'enfuit du bal. Pourquoi s'enfuit-elle? Alors l'enfant comprit, pas dans son conscience, mais dans son inconscience, que Cendrillon ne veut pas être choisi par ses habits beaux, les bijoux, mais ça n'ira pas. Il faut que le prince le voie comme elle est vraiment et que le prince fait des efforts de la trouver. C'est trop facile dans le bal. Ce n'est pas une vie heureuse si le prince croit qu'elle est toujours beau. On n'est pas toujours beau. Il faut que le prince choisisse la personne et pas les habits. Ça pose tout de suite évidemment la question du rapport à l'enfance, Mintra Nui, quand on fait référence au conte, mais aussi à l'inconscient, comme vient de le dire Bruno Bettelheim. Oui, c'est vrai que ce qu'il y a de séduisant dans les contes, comme j'imagine dans la psychanalyse, c'est le fait de s'imaginer que ces histoires vont éclairer notre façon de fonctionner, qu'elles vont pouvoir nous guider aussi pour mieux appréhender la réalité et pour mieux nous déplacer dans le monde, dans les classes sociales ou décrypter les rapports à l'autre.
de manière générale. Je pense que c'est le principe même du roman, qui finalement a un fonctionnement assez psychanalytique de ce point de vue. Alors justement, ce passage d'un monde à l'autre, des racines vietnamiennes à la France, ou d'une classe à l'autre, ça fait plusieurs fois que vous liez finalement cette notion de ce que Chantal Jacquet appelle les transclasses, c'est-à-dire le passage d'un monde à l'autre, qu'il soit le monde des origines ou le monde social. C'est au cœur du livre, et notamment de la rencontre des parents de Lise. Son père est immigré. Alors le Vietnam n'est jamais cité, mais on le reconnaît. Et sa mère, elle, a des racines rurales, et tous les deux se construisent par l'école, et notamment par les études scientifiques. Il y a une forme d'héroïsme ordinaire de ses parents. Oui, en fait, qui vient tout simplement de mes propres parents. Leur parcours était un peu finalement de la méritocratie républicaine, mais transposée au Vietnam, à savoir que mon père a une vie très dure. Son grand-père et son père ont été tués le même jour. Avec ma grand-mère, ils ont dû fuir, ils ont perdu leur ferme. Bon, son frère aîné était déjà mort. Il a vu sa sœur ensuite mourir, et sans doute d'ailleurs, on pense simplement de déshydratation. C'était des conditions très compliquées à l'époque. Et ils ont trouvé refuge dans une maison où, comme le disait mon père, rien n'était à moi. Voilà. Et il a grandi dans cette maison. En plus, la personne qui les a recueillis, qui était un juge, lui a fini dans un camp de rééducation. Donc ça vous donne un tableau un peu tragique de ses débuts. Et ce qui littéralement a sauvé la vie de mon père, c'est les études. Il était très bon en maths et en physique-chimie. Il a passé un concours, il a eu une bourse, il a pu partir en France. Il s'est installé à Paris, il a fait, il passait par les classes prépa à Saint-Louis, puis il a eu l'école centrale. Et là, il aurait dû revenir au Vietnam. Il prévoyait de revenir au Vietnam, mais il s'est dit, je vais peut-être rester 2 ou 3 ans, parce qu'on lui avait proposé un poste d'ingénieur. Et il s'est dit, comme ça, j'aurai suffisamment d'argent pour revenir et pour acheter une maison qui sera à moi et pour ma mère aussi. Évidemment, le temps qui reste, il y a eu de nouveau la guerre, les frontières ont été fermées, et finalement c'est ma grand-mère qui est venue rejoindre mon père. Je ne vais pas refaire le même type d'itinéraire pour ma mère, mais pareil, en plus elle, c'était une femme. Donc elle est aussi issue du milieu paysan. Mon grand-père maternel a eu un destin un peu à la Autant n'emporte le vent, c'est-à-dire qu'il a édifié à partir de rien une plantation dont on retrouve d'ailleurs l'ombre dans Les Inconsolés. Il a construit une maison sublime qui était un peu l'incarnation de sa réussite, et il a été forcé d'incendier sa propre maison pour éviter à l'époque qu'elle tombe entre les mains des Français. Donc il a connu la grande réussite et la ruine la plus totale. Et sur ces ruines, ma mère s'est construite, elle a eu le courage, alors que c'était une femme, alors que elle était d'origine étrangère, de venir en France. Et elle est devenue directrice de recherche au CNRS Polytechnique. Donc tous les deux, ce sont des héros ordinaires. Ce ne sont pas des gens dont on parle, mais ils ont eu énormément de courage pour pouvoir surmonter toutes les épreuves auxquelles ils ont été confrontés. Et pour tenir ce petit monde familial, votre grand-mère qui s'incarne dans Les Inconsolés à travers le personnage de la grand-mère de Lise, gardienne de l'histoire familiale, une histoire familiale douloureuse qu'elle porte jusque dans son corps, jusque dans ses gestes. Vous avez accepté de nous lire un extrait. Il est justement question de cette grand-mère. Minh Tra Nguyen. Ba avait vécu dans un monde où des héros nationaux se transformaient en traîtres tout juste bons à être fusillés en l'espace de 24 heures. Où il était normal de voir des voisins délogés de chez eux par des brigades hurlant des accusations à la lueur de quelques torches. Où la moitié de votre famille pouvait disparaître, engloutie dans les geôles de l'ancien gouvernement ou les camps de rééducation du nouveau. Alors pourquoi nous croire, lorsque nous lui affirmions que nous étions à l'abri et que personne ne viendrait défoncer la porte de la maison pour s'emparer de nous? Elle savait que c'était possible, puisque c'était déjà arrivé. Elle ne faisait que s'y préparer et nous défendre du mieux qu'elle pouvait. À ses yeux, le passé n'était pas mort. Il n'était même pas passé. Et si elle désirait nous épargner toute souffrance s'y rattachant, elle ne voulait pas pour autant l'éradiquer. Elle faisait silence sur les drames dont elle et les siens avaient été victimes, mais aimait nous caler contre elle dans son lit, ma sœur d'un côté et moi de l'autre, afin de nous transmettre les légendes qu'on lui avait contées enfant, à une époque où elle n'imaginait pas vivre autre part que dans son village. Ba mettait en scène rois et mandarins, étudiants et paysans, orphelines et princesses, pour expliquer avec poésie l'origine de la mousson, des tigres et des moustiques, du lac de l'épée restitué, situé au centre de la capitale, et de la montagne de la Tente, près de la île frontalière de Lang Son. Des coutumes voulant qu'on préparât des gâteaux de riz ronds et carrés pour le nouvel an, et qu'on chiquât le bétel,
lors des mariages. Les fictions de Bas n'étaient pas un moyen d'obtenir de moi l'assurance que je l'aimais. Elles étaient plutôt la preuve que Bas m'aimait, et qu'elle m'aimait, elle, en désirant uniquement mon bien, sans rien entendre en retour. Donc ce personnage de Bas, je le disais, Mintranu, il est important dans cet ouvrage. Il était important aussi, le personnage d'Agrien, dans vos ouvrages précédents. Et il introduit aussi cette notion qui est celle des fantômes. Les fantômes de ce passé qui ne passe pas. Et là, ces fantômes, on les retrouve à la fois lorsque Lise voyage au Vietnam, mais on les retrouve aussi dans les ruines du château d'Étambel. Oui, en fait, c'est un livre qui est aussi battu sur cette frontière-là, entre la vie et la mort. J'ai l'impression qu'en fait, la plupart de mes romans, ce sont un peu des tombeaux, en vérité. Une inscription qu'on grave sur des stèles. Et j'utilise beaucoup les vestiges de la mémoire familiale, puisque mes parents, comme les parents de Lise, n'étaient pas des gens qui parlaient beaucoup. Et je pense même que c'est l'une des raisons pour lesquelles, sans doute, je me suis mise à écrire et que j'ai essayé de combler ce silence, d'abord par de la fiction, puis par de la fiction qui est venue combler les quelques tessons ou fragments de cette mémoire familiale que j'ai réussi à mettre au jour. Et ma grand-mère, c'est la première personne qui m'a parlé de cette vie qu'avaient eu mes parents avant moi, parce qu'évidemment, quand vous naissez, en fait, vos parents, pour vous, ils sont nés en même temps que vous, et ils sont là, ils sont vos parents, ils n'ont pas été des enfants un jour, on ne l'imagine pas. Et finalement, cette conscience-là, je l'ai eue vers 6-7 ans, lorsque ma grand-mère m'a révélé, comme je le disais tout à l'heure, que mon grand-père, mon arrière-grand-père avait été tué le même jour. Mintranu est l'invitée de La Grande Table. Elle publie Les A Consolés, un roman chez Actes Sud. Vous écoutez France Culture, il est 12h18. France Culture, La Grande Table, Raphaël Bourgois. Alors, chose promise, chose due, Mintranu, parlons de ce qui a été difficile dans la rédaction de ce livre. Vous le disiez tout à l'heure, rendre compte de la banalité d'un premier amour, qui n'est banal que pour celui qui le lit, en tout cas, puisque ceux qui le vivent, évidemment, le vivent à fond, en tout cas comme quelque chose de parfaitement exceptionnel. C'est en tout cas ce qui arrive à Lise, votre héroïne. La rencontre, elle se fait autour d'un livre, ou en tout cas à cause d'un livre, Le Temps de l'innocence d'Edith Wharton, cette romancière américaine, et un roman presque programmatique en ce qui concerne votre livre, puisque c'est celui de l'impossibilité de transgresser sa classe sociale. Oui, Le Temps de l'innocence d'Edith Wharton, qui est un livre qui a beaucoup compté pour moi, enfin comme la plupart des références qui figurent dans le livre. Moi, j'aime bien que mes romans, en fait, renvoient à des dizaines d'autres romans, même si on ne le voit pas forcément, et qu'il y ait des références comme ça ouvertes ou des références cachées. Et c'est vrai que pour moi, le temps de l'innocence, c'est en effet l'interdiction de la transgression sociale, et c'est une tragédie silencieuse où finalement ne coule pas une goutte de sang. Et même l'amour que vivent les protagonistes n'aura même pas été vécu. Les autres pensent qu'ils l'ont vécu, mais en vérité, il n'a même pas été vécu. Au moins mes héros ont cette chance d'avoir vécu ce premier amour. Et ils sont allés dans le concret, ce qui n'est pas le cas de Newland Archer et de Hélène Olenska dans Le Temps de l'innocence. Vous parliez de l'importance pour vous de citer des œuvres qui vous accompagnent et qui sont présentes en effet dans votre roman Mintranu. Alors il y a Le Temps de l'innocence d'Edith Wharton, on peut citer aussi Martin Eden de Jack London, et un film qui est particulièrement important, un film de Jacques Truffaut, La femme d'à côté. T'as un beau petit garçon, Bernard. Il te ressemble. Tu dois être content, non? Oui, je suis content. Enfin, je l'étais jusqu'au jour où tu as débarqué. Alors il faut qu'on parle, Bernard. Il le faut. Écoute, je te demande pas d'être rongé par la culpabilité, mais je peux te rappeler que tu m'en as fait voir, tu sais. Tu partais, tu revenais, tu pouvais plus me supporter. 8 jours après, tu pouvais plus vivre sans moi. Alors, quand j'ai eu le courage de te quitter, c'était ça ou devenir folle. Puisqu'on s'en est tirés tous les deux, autant devenir des amis, tu crois pas? Oui. Oui, tu as raison. Tu as raison. Au fond, je t'en veux autant du mal que je t'ai fait que de celui que tu m'as fait. C'est idiot. Enfin, je suis content. Je suis content que tu sois bien. Ah, j'aime mieux ça. La semaine prochaine, Philippe et moi, nous allons t'inviter à dîner. Avec Arlette, évidemment. Oui. Alors, pas question de faire faux bon, hein? C'est promis? C'est promis.
1 minute 10 pour essayer de comprendre comment j'ai pu faire ce lapsus. C'est évidemment François Truffaut, Mintra Nuit. Cet extrait, c'est un extrait de La femme d'à côté. Je crois que je t'en veux presque autant, dit Gérard Depardieu, du mal que je t'ai fait que du mal que tu m'as fait. C'est une phrase que pourrait reprendre finalement votre personnage, Lise. Oui, c'est bien pourquoi d'ailleurs elle évoque ce film de François Truffaut, donc, parce qu'elle a l'impression de pouvoir décrypter à travers ce film l'histoire qu'elle vit avec Louis. En fait, parfois on me demande de résumer le livre et je dis, pour moi c'est l'histoire d'une Bovary qu'aurait lu Flaubert. C'est-à-dire quelqu'un qui a tellement lu, qui a tellement vu de films aussi, qu'elle pense savoir ce qui l'attend. C'est d'ailleurs sans doute ce qui va la perdre, parce qu'elle pense, elle sait qu'elle est une Bovary en puissance. Et à cause de ça, elle va aussi agir en fonction. Et alors moi, le film de François Truffaut, il avait une importance qui était double. Déjà, bien sûr, c'est un film qui est magnifique. C'est un film où il y a l'histoire d'amour, où il y a aussi le polar, parce qu'il y a l'arrivée de la police à la fin. Il y a un jeu, en fait, avec le genre du polar proprement dit. Et enfin, c'est une résonance avec Tristan et Iseult, parce qu'en fait, c'est une réécriture de Tristan et Iseult. Quand Madame Jouve, à la fin du film, parle de l'épigraphe qui pourrait avoir gravé sur un tombeau qui recueillerait le corps des deux amants, elle dit ni avec toi, ni sans toi, ou ni sans toi, ni avec toi. Je ne sais plus dans quel sens c'est. Et c'est une référence à Tristan et Iseult, c'est une référence plus précisément à une citation du Lait du chèvrefeuille de Marie de France que j'ai mis en exergue du roman des Inconsolés, qui est... Alors, on ouvre notre livre en même temps, Mintra Nuit. Bel ami, nous sommes ainsi, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Et c'est aussi pour ça que je tenais à ce que ça figure, parce que pour moi, finalement, il y a quelque chose qui apparaît dans la religion bouddhiste, à savoir l'idée de réincarnation, l'idée qu'on revit sans cesse les mêmes histoires, qu'on revit sans cesse, qu'on repasse à travers les mêmes archétypes, et que tous les contes, toutes les histoires, qu'on les lise, qu'on les vive ou qu'on les regarde, se rejoignent et que c'est un grand fleuve. Et c'était aussi pour ça que je voulais que ça figure. Et pour continuer le voyage entre les cultures, de la tradition bouddhiste à la tradition socratique, dans le banquet de Platon, il y a ce mythe d'Aristophane et cette idée que l'homme et la femme recherchent leur complément en permanence. Et c'est aussi ça qui est au cœur de cette relation entre Lise et Louis, cette complémentarité, d'abord fusionnelle, puis qui se révèle impossible. Oui, ce qu'on m'a demandé, si c'était un livre sur l'illusion amoureuse qui ensuite se détruit, qui tombe. En fait, je pense que c'est plutôt un livre sur le fait qu'on peut continuer d'aimer, même quand la désillusion est déjà arrivée. Ce qui est le cas du personnage de Lise. Elle veut aimer comme une sainte mystique. Elle veut aimer à en perdre la raison. C'est le premier amour. Et donc, c'était pour moi, c'était ça qui était très difficile à faire. C'est comment est-ce que vous pourrez retrouver vos 20 ans et votre premier amour et l'idée que vous êtes prêt à tout et que vous préférez en fait posséder et perdre plutôt que renoncer. Ce que vous faites peut-être quand vous en avez 40. Donc, il y avait cet aspect-là. Et c'est pour ça qu'alors que c'est quelqu'un qui ne lui correspond pas, quelqu'un avec qui ça ne peut finir que dans le mur, elle persiste tout de même. Elle y va malgré tout. Et c'est vrai qu'il y a comme ça, un jeu des références et des cultures. On parlait de Tristan et Iseult et on parlait du lait du chèvrefeuille. Il y a une légende vietnamienne qui reprend cette métaphore. Le lait du chèvrefeuille, c'est Tristan et Iseult avec la branche de noisetier autour de laquelle se noue le chèvrefeuille, qui représente les deux amants, avec l'idée que si on les sépare, ils en mourront. Puisque dans la légende originelle, ils ont bu tous les deux un filtre, un vin herbé, qui fait que si jamais on les sépare, littéralement, ils vont mourir. Et dans les contes vietnamiens, il y a le conte de la chique du Bétel, où pareil, vous retrouverez, sous la forme d'une plante grimpante, une femme, en fait, qui aime désespérément son mari, et qui, après la mort, du coup, l'entoure, lui qui a été transformé en arbre. Nous tenions, Mintra Nuit, à vous faire entendre une archive. C'est Philomène Villard qui travaille à la Grande Table, qui l'a trouvée et qui, à mon avis, va particulièrement vous émouvoir. Il s'agit de Trant Van Queux qui va chanter une chanson. Vous allez reconnaître les paroles. Je me rappelle, lorsque j'étais à la classe de première, mon professeur était M. Georges Coulet. Il nous a dit d'apprendre par cœur le poème « Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone ». Alors que le jour où il m'a demandé de réciter ce poème,
Je dis, professeur, pourrais-je chanter? J'ai dit, mais tu chantais avec quelle musique? Avec ma musique? Il dit, comment? Je dis, parce que c'est tellement beau que je ne peux pas lire le poème comme ça. En vietnamien, on déclame mon poème. Le professeur Georges Coulet dit, fais-le. Je dis, c'était en 1939. Alors là, à ce moment-là, je dis, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Puis je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Tran Van Ke, le célébrissime musicien spécialiste de la musique traditionnelle vietnamienne, Minh Tran Nguyen, cette chanson, ce poème est particulièrement important pour vous. Oui, parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, mon père est un scientifique. Et pour autant, c'est lui qui m'a fait découvrir et Verlaine et Gérard de Nerval, en fait. Il m'a... Je ne sais plus à quelle occasion exactement, mais tout d'un coup, il s'est mis à me réciter les premiers vers d'El Desdichado. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Et ensuite, il a enchaîné sur la strophe de Verlaine. Et ça m'a immensément touchée, déjà parce qu'il a dit ses poèmes avec son accent, parce que mon père parlait avec un accent. Et d'autre part, parce que pour moi, c'était comme si, tout d'un coup, on voyait qu'il avait un vrai amour, en fait, de la poésie. Et plus tard, on m'a dit, tu sais, en fait, en vietnamien, ton papa était très, très bon aussi. Mais il n'a pas eu le choix. Il était obligé de faire des sciences, de toute façon, s'il voulait s'en sortir. Et là, c'était comme si, voilà, il y avait un autre destin qui surgissait en filigrane dans ce que mon père me disait. Le destin que vous avez accompli, puisque vous avez fait des études littéraires, Minh Tran Nguyen, et ces poèmes, évidemment, ils renvoient à une forme de mélancolie qui est très présente dans votre ouvrage, votre roman, Les Inconsolés, que vous publiez donc chez Actes Sud. Merci beaucoup d'être venu pour nous en parler à la Grande Table. Merci à vous.